Il y a eu un traumatisme en France sur la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont été persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans des conditions atroces. Les francs-maçons. Beaucoup de mystères entourent ce nom. Est-ce une religion, une secte? La franc-maçonnerie, il y a deux choses sur lesquelles elle ne discute pas généralement, c'est la religion et la politique. Sont-ils du pouvoir, de l'influence? Aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'a plus grande influence sur la politique. C'est quelque chose qui s'est démocratisé certes dans la population, mais qui intéresse moins les politiciens. Est-ce secret? Et pourquoi? Toutes ces questions, j'ai voulu les poser à quelqu'un qui s'y connaît. Si une personne, ma foi, veut découvrir les secrets, les symboles de la franc-maçonnerie, ils sont en libre accès à la FNAC. Et c'est la raison de cette nouvelle interview pour Le Crayon avec le franc-maçon, dans laquelle il nous dévoile les raisons qui entourent le secret de la franc-maçonnerie, ce à quoi travaillent les francs-maçons et pourquoi, et quelle est en réalité l'influence de ce groupe à l'existence plus ou moins souterraine. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Les francs-maçons dirigent le monde, oui ou non? Non. La franc-maçonnerie est une religion. Non. Si tu pouvais inviter une célébrité en loge, ce serait qui? Je pourrais pas le dire parce qu'on ne dévoile jamais un autre franc-maçon. Quelqu'un qui serait pas franc-maçon. Je pourrais pas l'inviter en loge. Je suis le franc-maçon, donc ça fait 12 ans que je suis franc-maçon, que je suis rentré en franc-maçonnerie, et ça fait 1 an maintenant que je vulgarise la franc-maçonnerie sur les réseaux, donc que je produis du contenu autour de ça. Vrai ou faux, la Révolution française a été fomentée par les francs-maçons. Non, c'est faux. Les femmes ont leur place en loge aujourd'hui. Tout à fait. Être franc-maçon aide à réussir dans sa carrière. Non, c'est faux. L'ennemi historique de la franc-maçonnerie, c'est qui? La franc-maçonnerie n'a pas d'ennemi, c'est une méthode de perfectionnement moral. Qu'est-ce qui est plus dur à garder secret? Son appartenance ou son code de carte bancaire? Les secrets maçonniques dépendent des uns et des autres. Les francs-maçons ont l'impression de refaire le monde? Certains peuvent le faire. Si tu devais révéler un seul secret maçonnique, ce serait lequel? Le véritable secret maçonnique est indicible par nature. Celle-là, elle est pas mal. Et c'est le secret que je peux dévoiler. Okay. Le symbole maçonnique le plus fort? Eh bien, pourquoi pas l'œil dans le triangle, qui est très connu dans l'opinion publique et souvent mis en amalgame avec les Illuminati, etc. Tous les présidents de la République française ont été francs-maçons? Certains présidents l'ont été, aucun des présidents de la Ve République ne l'a été, sauf peut-être un. Et enfin, dans 50 ans, est-ce que tu penses que la franc-maçonnerie existera encore? Oui, définitivement. On dit que la franc-maçonnerie a eu beaucoup d'influence au cours de l'histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'elle en a encore? Alors oui, la franc-maçonnerie, elle a eu de l'influence dans le passé, surtout en France, où elle s'est politisée. C'est vraiment une histoire qui est française à la base, d'accord? Elle n'a pas exactement eu ce même rôle-là ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, la franc-maçonnerie n'a plus grande influence sur la politique. C'est quelque chose qui s'est démocratisé, certes, dans la population, mais qui intéresse moins les politiciens et qui, voilà, la franc-maçonnerie n'a plus de pouvoir aujourd'hui, en tout cas en politique. Et pourquoi? Est-ce que c'est passé de mode? Ouais, il y a cette idée-là, c'est passé de mode. Il y a aussi peut-être le fait que, la charge politique est aujourd'hui une charge de gestionnaire qui prend beaucoup de temps. La franc-maçonnerie, ça prend du temps et c'est souvent inconciliable avec une vie de politicien aujourd'hui. Et puis oui, je pense qu'il y a aussi cet effet de mode justement qui peut venir en désuétude, ouais, tout à fait. On va revenir sur ce que c'est la franc-maçonnerie, Ouais. comment est-ce que on entre, qu'est-ce qu'on peut en dire ou ne pas en dire. Et puis cette notion de spiritualité, mais sur cette influence avant, est-ce que tu as l'impression que le développement personnel, la méditation, le yoga, toutes ces pratiques qui aujourd'hui ont de plus en plus de popularité et d'adhérents, d'une certaine manière, ça a remplacé la franc-maçonnerie? Alors, c'est une bonne question. On pourrait peut-être même avancer plus loin. Est-ce que ces pratiques-là ont remplacé une forme de religion ou même une forme de spiritualité qui s'est réduite à peau de chagrin durant les dernières années? Je pense pas que la franc-maçonnerie ait été remplacée par ces pratiques-là. La franc-maçonnerie, encore une fois, c'est quelque chose qui diffère beaucoup de ce qu'on peut avoir comme la méditation, etc., dans le yoga, qui sont des pratiques New Age, qui sont pas du tout incompatibles avec la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ça va plus être une réflexion, tu vois, morale, d'accord, plus de perfectionnement à la fois moral. Il y a une dimension spirituelle aussi, mais c'est vraiment s'inscrire aussi dans une tradition qui est là et qui, ma foi, qui a aujourd'hui 3 siècles. Et donc, voilà, je pense que les deux agissent sur des plans quand même assez différents et je pense pas qu'il y en ait un qui a remplacé forcément l'autre.
Moi, il y a quelque chose que je comprends pas très bien autour de cette dimension spirituelle. Ouais. C'est ce rapport à la religion. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, cette démarche de recherche morale, de perfectionnement en quoi croient les francs-maçons? À la base, la franc-maçonnerie, si tu veux, ça a été créé par des chrétiens. Pour des chrétiens, ça vient d'Angleterre. Tout le monde était chrétien à l'époque. Et donc, à l'époque, il y a toujours une dimension spirituelle à cette époque-là. On parle du début 18e siècle, même avant, 17e siècle. Et donc, si tu veux, les rituels qui ont été produits ont une empreinte forte spirituelle, voire chrétienne. Et comme ces rituels n'ont pas changé, justement, depuis ces siècles-là, eh bien, la franc-maçonnerie a conservé un petit peu cette trace spirituelle. Mais bien au-delà de ça, on parle de perfectionnement moral parce que, justement, c'était le but de la franc-maçonnerie. Ça s'est créé dans un contexte où il y avait des tensions entre les religions, catholiques, protestants. Il y avait des tensions aussi en Angleterre, politiques. Et c'était des gens qui voulaient créer un havre de paix où il y a une liberté d'expression qui est là, qui était assez innovante à l'époque, et où justement on allait plutôt parler de perfectionnement moral qui va dépasser les clivages politiques, dépasser les clivages religieux. Mais aujourd'hui, elle garde son empreinte, si je puis dire, pas religieuse, mais spirituelle. Au début, c'était fait par les chrétiens. Ça s'est étendu, si je puis dire, aux autres religions. Aujourd'hui, il y a vraiment deux familles en franc-maçonnerie et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grande confusion. Il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie traditionnelle, qui, elle, provient d'Angleterre, où, pour rentrer dans cette franc-maçonnerie-là, il faut croire en Dieu, d'accord, et accessoirement être un homme. Et il y a une autre franc-maçonnerie qui s'est développée en France, qu'on appelle la franc-maçonnerie libérale, où là, pour le coup, la liberté de conscience, de croire ou ne pas croire, est laissée à la libre discrétion du franc-maçon. C'est une franc-maçonnerie du coup qui a eu son passage aussi anticlérical, bizarrement. Et donc il y a vraiment deux familles qui sont très différentes, et c'est pour ça que c'est difficile de parler dans un ensemble monolithique de la franc-maçonnerie. Et on va revenir sur cette distinction entre ces différentes obédiences et ces différentes croyances ou systèmes de valeurs, et y compris sur la place des femmes. Comme tu dis, c'est pas la même chose en France ou dans la tradition plus libérale ou plus traditionnelle. Mais je voudrais qu'on revienne sur la dimension du secret. Oui. Pourquoi, lorsque la franc-maçonnerie se crée, pourquoi est-ce que dès le départ, elle s'entoure de secrets? Tu sais, à l'époque, elle s'est créée dans un mouvement où on pratiquait des rituels, d'accord ? Et c'est un mouvement, on va dire, qui datait de plusieurs siècles. Au Moyen-Âge, par exemple, les bâtisseurs de cathédrales ont créé des rituels qui s'entouraient d'un secret parce que, justement, c'était réserver le savoir auprès de certains ouvriers d'élite, d'accord ? Et c'était comme ça qu'ils arrivaient à construire, finalement, leur congrégation. Quand la franc-maçonnerie qui s'est créée a emprunté ces rituels-là à ses bâtisseurs, eh bien, elle a conservé cette dimension secrète et qui n'était pas forcément propre à la franc-maçonnerie. Tous les mouvements, si je puis dire, ésotériques, d'accord, ont toujours eu en fait un culte du secret parce que justement, la connaissance, selon leur pratique, eh bien, se découvre par l'initiation. Et elle n'est pas exposée donc au public. On parle d'ésotérisme, de ésotéros à l'intérieur. Donc la connaissance est à l'intérieur et c'est pour ça que du coup, cette connaissance-là, elle est secrète, secret à la même étymologie que le terme sacré. Et c'est parce que justement cette connaissance est sacrée pour les francs-maçons qu'elle n'est pas jetée publiquement sur la place publique parce que ce serait en quelque sorte la profaner. Il y a beaucoup de symboles dans la franc-maçonnerie et ça ajoute aussi à cette dimension du secret, du mystère et à tout ce qui nimbe la franc-maçonnerie. Et j'ai découvert que certains de ces symboles étaient même dissimulés, ou en tout cas des références maçonniques étaient dissimulées dans des monuments historiques bien connus de tous, dans la Tour Eiffel par exemple, dans même notre hymne, la Marseillaise, a des références maçonniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, il y a eu, quand Paris a été reconstruite, il y a eu énormément de francs-maçons donc, qui étaient, on va dire, dans l'intelligentsia à l'époque. Et donc, ils ont mis des symboles un peu partout, comme les francs-maçons aiment bien faire. Donc, on a par exemple, dans Paris, il y a énormément de symboles maçonniques. Tu prends l'Assemblée nationale, par exemple. Eh bien, tu vois sur le frontispice, donc c'est-à-dire sur l'image en triangle, eh bien, une personne qui tient un compas.
et une personne qui tient une équerre. Donc ça, ce sont des symboles de la franc-maçonnerie. Qui veulent dire quoi? Alors, qui veulent dire, l'équerre va être plutôt un symbole, tu vois, lié à la droiture. L'équerre, c'est l'angle droit, finalement. Et le compas va être finalement un symbole qui va être lié à la mesure. Non pas la mesure géométrique, mais finalement la mesure de l'homme, par l'allégorie. C'est-à-dire mesurer ses passions, mesurer on va dire, les débordements de son ego, de ses pulsions, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de mesure, et c'est pour ça que les deux, à eux seuls, forment finalement une ligne de conduite morale. Et en fait, c'est un peu ça la démarche maçonnique, c'est de prendre des symboles et d'en faire finalement un système de morale. Et du coup, oui, on a alors la Tour Eiffel, tout à fait, la proposition de faire cette Tour Eiffel-là, de faire ce phare en pyramidal qui illumine de la connaissance la ville lumière. Ça a été une proposition qui a été faite en loge. Quant à Eiffel, on n'est pas sûr qu'il soit franc-maçon, il y a une possibilité. Mais voilà, on a finalement donc du coup ce phare en 3 étages qui représente un petit peu les 3 grades maçonniques. Et la Tour Eiffel est un peu plus haute que l'église du Sacré-Cœur. C'était une petite pique de l'époque, de ce mouvement maçonnique propre à la France qui était à l'époque un peu anticlérical. Il y avait un combat parce qu'il y avait une oppression forte du catholicisme, et donc par effet revers, il y a eu cette franc-maçonnerie qui s'est développée parce que l'oppression entrait en contradiction avec l'esprit de liberté d'expression cher aux francs-maçons. Et elle a continué d'ailleurs cette oppression et cette lutte, et on va y revenir. Mais alors dans ce cas, on sait aussi que Bartholdi, qui était cet architecte notamment de la Statue de la Liberté, était franc-maçon, et donc c'est aussi dans cette statue-là potentiellement cette dimension du phare, de la lumière, évidemment. Tu comprends qu'on puisse se dire, quand on n'est pas franc-maçon, mais il y a des symboles partout, y compris dans des choses, et puis ça ne m'est pas dit. Alors d'une certaine manière, c'est pas caché, mais il faut avoir cette capacité à décoder parce qu'on est initié, et que ça peut faire un peu peur. On se dit, ok, mais il y a un complot, quoi. Ouais. Je comprends qu'on puisse avoir cette perception-là. Ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, énormément de personnes qui étaient soit proches du pouvoir, soit proches, encore une fois, de l'intelligentsia, étaient francs-maçons parce que c'était quelque chose qui était à la mode dans ces milieux-là. Et comme il y avait cet effet de cooptation, c'est-à-dire que les loges se créaient à partir de personnes qu'on faisait venir, la franc-maçonnerie s'est développée dans ces milieux, on va dire, plutôt élitistes, etc. à l'époque. Elle s'est largement démocratisée. Mais c'est vrai que beaucoup d'architectes étaient francs-maçons, beaucoup d'artistes étaient francs-maçons. Dans l'armée, beaucoup de militaires étaient francs-maçons. On a des exemples, comme par exemple, on a Newton, Johann Goethe, on a plus récemment... Newton, mais tu disais que la franc-maçonnerie avait 3 siècles. Ouais. Newton, c'est antérieur. Non, c'est pile 3 siècles, si tu veux. Newton, il était... Alors, 1717, il était membre de la Royal Society. Okay. Et justement, il était aux premières loges de la création de la franc-maçonnerie parce que son ami, Jean-Théophile Desaguliers, qui faisait de la vulgarisation pour les travaux de Newton, c'est des membres de la Royal Society. La Royal Society, c'était une institution très prestigieuse à l'époque. Des membres de la Royal Society, incluant Newton, mais pas que, se sont un peu accaparés la franc-maçonnerie et l'ont fait briller. Tu comprends qu'aujourd'hui, on est en démocratie, qu'on a une exigence de transparence. C'est le système qui régit la vie publique de nous, citoyens français. La confidentialité, aujourd'hui en démocratie, c'est dans l'isoloir pour le vote, c'est le secret médical pour un patient, c'est le secret professionnel pour un avocat, ou le secret de l'avocat avec vis-à-vis de la personne qui le défend. Mais le secret que vous protégez, c'est un secret de groupe d'influence d'une certaine manière. Donc en quoi c'est différent d'un lobby ? Tu sais, d'une part, la franc-maçonnerie, il y a 2 choses sur lesquelles elle ne discute pas généralement, c'est la religion et la politique. D'accord ? Donc pour une bonne partie de la franc-maçonnerie, à peu près 90% dans le monde, il n'y a pas d'action politique qui est faite. C'est vraiment quelque chose qui est très propre à la France, tu vois, cette politisation, et qui aujourd'hui n'a plus aucune influence. Après, ce qui est vrai, c'est que tu avais raison, on est dans une démocratie, dans une république de transparence. La franc-maçonnerie a toujours été, n'est pas une société secrète. Les associations sont des associations loi 1901, elles sont inscrites publiquement dans les registres. Les personnes à la tête de ces associations sont divulguées publiquement, comme toute autre association. Il n'y a pas de secret, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si une personne, ma foi, veut découvrir les secrets, les symboles de la franc-maçonnerie,
ils sont en libre accès à la Fnac. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Le seul secret qu'on pourrait avoir, c'est vraiment le secret d'appartenance, c'est-à-dire que on peut se dévoiler franc-maçon, mais on ne peut pas dévoiler la qualité maçonnique d'un autre frère ou d'une autre sœur, mais tout simplement par souci de vie privée finalement. Il y a deux autres secrets, il me semble. Oui, donc si tu veux, les secrets donc qui vont être relatifs aux symboles, etc. L'initiation, bon, ouais. c'est un secret, si je puis dire, qui est largement dépassé parce que, encore une fois, tous ces éléments-là sont en libre accès en librairie depuis 295 ans. Donc, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Et enfin, l'un des secrets qui est important aussi, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est qu'on ne divulgue pas ce qui est discuté en loge, c'est-à-dire ce qui est discuté lorsqu'on se réunit. Pour une raison simple, c'est qu'on veut que chaque personne, chaque franc-maçon, qui participe à une réunion, puisse s'exprimer sans avoir la crainte que ses propos soient répétés par la suite. Encore une fois, c'est lié un petit peu à un secret de vie privée et de discrétion par rapport à ça. Mais il n'y a pas de secret, on va dire, tel que les gens l'imaginent sur finalement un lobbying qui essaierait de tirer les ficelles. D'ailleurs, pour qu'il y ait un lobbying maçonnique, il faudrait que tous les francs-maçons soient alignés sur une idéologie commune. Or, ça n'est pas du tout le cas. Toutes les opinions sont représentées en franc-maçonnerie et même au sein de ma loge, on n'est pas d'accord politiquement. Et est-ce que c'est pas ça qui manque aussi à la franc-maçonnerie pour qu'elle conserve une influence On dit, tu sais la phrase célèbre, une religion, c'est une secte qui a réussi. Est-ce que la franc-maçonnerie, c'est des prêtres qui ont raté? La franc-maçonnerie, elle n'a pas vocation à être une religion, tu vois, dans le sens où elle essaie pas de répondre aux questions que la religion essaie de répondre. Qui a créé le monde? Qu'est-ce qui se passe après la mort? La franc-maçonnerie, il faut vraiment avoir ça comme une règle de perfectionnement moral de l'homme, de son vivant. De répondre aux questions existentielles qui le préoccupent. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Mais tout ce qui va être discussion religieuse, de vraiment essayer de donner une doctrine sur qui a créé le monde et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est décédé, ça, la franc-maçonnerie, elle ne s'occupe pas de ça et elle interdit ces discussions-là. Donc c'est intéressant, tu dis le d'où viens-je, c'est pas une notion métaphysique ou de qui a créé le monde et qu'est-ce qui a créé l'univers. Et en même temps, vous en parlez de cette histoire de le grand architecte de l'univers qui est ce en quoi croient les francs-maçons. Et le où vais-je, c'est pas non plus une notion de après de l'au-delà, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est du coup le qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Je comprends. Si c'est pas ça. Ouais, ça va vraiment être lié à la vie du franc-maçon, tu vois, de son vivant. D'où viens-je? Finalement, ça va être lié à son histoire et qu'est-ce que son histoire fait de lui comme individu aujourd'hui. Où vais-je? Ça va vraiment être le sens qu'il souhaite donner à sa vie, l'apport qu'il souhaite ajouter à la société, comment il souhaite y participer, quelle pierre il souhaite amener à l'édifice de la société. Et qui suis-je? Finalement, ça va être tout ce qui va être de la connaissance de soi. En maçonnerie, elle propose une méthode d'introspection qui va justement amener chacun des initiés vers cette connaissance de lui-même. Le secret de la franc-maçonnerie, il est là finalement. Il est de savoir qui vous êtes réellement. Et il n'y a pas de dogme ou de vérité établie. C'est laissé au libre travail, si je puis dire, du franc-maçon. Donc finalement... Donc c'est un groupe de parole comme les alcooliques anonymes le seraient. Alors, c'est un groupe de parole où on discute en effet de philosophie, de spiritualité, etc. Mais avec une dimension qu'on espère, qui relève d'un moment qui est quand même sacré. Sacré dans le sens où on essaie de créer un moment de réflexion hors du temps et hors de l'espace, un moment, on va dire, de paix et de réflexion commune. Et pour rentrer dans ce moment-là, on utilise un rituel que l'on suit et qui permet d'élever les esprits. C'est pas quelque chose qui est très ésotérique pour faire, on va dire, de la magie, etc. C'est vraiment juste de dire que, il y a la vie quotidienne, il y a la vie de tous les jours. On a tous des problématiques, etc., avec notre travail, etc., nos problèmes personnels, professionnels. Et puis ensuite, dès qu'on arrive en loge, on franchit une porte
qui finalement va être à l'écart de ce monde-là, qui va nous permettre de rentrer dans une réflexion qui va dépasser un petit peu la vie du quotidien. C'est de créer cet espace-là, hors du quotidien, qui est visé par les rituels de la franc-maçonnerie. Tu crois en Dieu ? Alors moi, je crois en Dieu. Je fais partie de la franc-maçonnerie traditionnelle qui exige la croyance en Dieu. Cette franc-maçonnerie-là, elle occupe dans le monde 90% des francs-maçons. Ça veut dire que dans le monde, 90% des francs-maçons, généralement, sont des hommes qui croient en Dieu. Généralement, ils sont chrétiens. Il peut y avoir des juifs et des musulmans aussi. Mais comme ils sont implantés dans des pays de tradition judéo-chrétienne, généralement, ils vont être chrétiens. Et puis en France, il y a une franc-maçonnerie qui est très forte, qui est libérale, où finalement, il y a énormément d'athées, d'agnostiques. Il n'y a pas d'obligation qui est demandée à l'initié de croire en Dieu. Voilà. Donc c'est une maçonnerie qui est beaucoup plus libérale, comme son nom l'indique. Les femmes ont aussi une place plus importante. Mais attention, dans la franc-maçonnerie traditionnelle, lorsqu'elle est arrivée en France, il y a tout de suite eu une initiation aussi des femmes depuis 1725 environ, depuis qu'elle est arrivée. Donc, on va y revenir probablement. Ouais, on va y revenir, et on va revenir aussi à la dimension du rite et puis ce que tu fais quand tu croises un frère, tout ça. Mais si on s'intéresse un tout petit peu à la question de ce rapport à la religion, à la foi, à la croyance, que je trouve quand même assez ambigu, alors qui est à la fois intime et relève de chacun, mais il y a cette notion dans la franc-maçonnerie, donc au moins dans cette frange traditionnelle, de croire, et puis même plus, c'est toi que je cite, tu disais la franc-maçonnerie travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Moi, ça me fait tout de suite penser, ça fait quand même un écho très religieux. Et donc j'ai un peu envie de savoir et te demander qu'est-ce que ça veut dire, et aussi pourquoi est-ce que l'Église, au final, rejette la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, initialement, travaille, comme tu dis, à la gloire de Dieu, à la gloire du grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, c'est tout simplement un mot qui a été mis là à la place de Dieu pour créer finalement une croyance plus inclusive. D'accord ? Parce que, pour les juifs, ce serait peut-être Yahvé, pour les musulmans, ce serait peut-être Allah, etc. Donc voilà, au moins, grand architecte de l'univers, ça permet de contenter tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, c'est dans les constitutions où il est dit que, à la base des bases, et je te parle d'il y a 3 siècles, il était dit au début que les francs-maçons devaient adopter, je paraphrase, la religion de leur pays. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus, on va dire, en lien avec la franc-maçonnerie, de les mettre sur un point de religion sur lequel tous les hommes sont d'accord. La religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. C'était il y a 3 siècles, donc forcément, l'idée, c'était de fédérer des chrétiens, généralement toutes les religions du livre. Et en fait, l'idée, c'était de dire, pour entrer en franc-maçonnerie, il y a cette croyance en un principe créateur. C'est-à-dire que il y a cette croyance nécessaire qui dit que finalement, le monde n'est pas arrivé de nulle part et que les gens en croient. Mais je vois bien, et tu sais, on a fait un débat de presque 1h10 sur le sujet, oui, entre l'abbé Mathieu Raffray et Latran Chambillet, qui sont 2 personnes influentes sur les réseaux sociaux, qui, pour l'un, évidemment, est croyant puisqu'il est abbé, et l'autre est athée, et réfute cette notion de création de l'univers. Donc je vois bien le débat, et je vous invite à vous intéresser aussi à ça, à aller le regarder sur YouTube. C'est passionnant, franchement. J'avais vu quelques parties, en effet, c'était passionnant. Et encore une fois, ça touche, on va dire, une partie de la franc-maçonnerie. Et en France, il y a beaucoup de gens dans la franc-maçonnerie libérale qui ne croient pas en Dieu. D'ailleurs, dans cette franc-maçonnerie-là, dans beaucoup de loges, la notion du grand architecte de l'univers a été supprimée des rituels. La présence de la Bible, qui normalement doit être en loge, a été également supprimée, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas de prendre les serments sur la Bible. Ça peut se faire sur un livre blanc qui a un symbole particulier pour la personne qui prend le serment. Donc voilà, la franc-maçonnerie en France, dans cette tranche libérale, c'est beaucoup laïcisé, si je puis dire, parce que c'est dû à son histoire et parce que la franc-maçonnerie, encore une fois, elle a toujours été poreuse à son contexte social. Franc-maçonnerie et catholicisme sont incompatibles, je vais vous expliquer pourquoi.
Mais alors, qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née en 1717 à Londres avec la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Très vite, elle s'impose comme un lieu de partage d'idées, de pratiques ésotériques, où les individus cherchent un accomplissement personnel et se fédèrent autour de symboles et de rituels assez secrets. Dès 1738, l'Église, par la voix du pape Clément XII, condamne la franc-maçonnerie qu'elle juge incompatible avec la foi catholique. Les francs-maçons sont alors excommuniés. Tu vois, donc tu as beaucoup de catholiques qui sont aussi francs-maçons. À le vivre, il n'y a pas d'incompatibilité, mais pour le Vatican, ils considèrent qu'il y a une incompatibilité, mais c'est historique. Alors non, cette incompatibilité n'est pas seulement historique. D'ailleurs, elle a été réaffirmée à de nombreuses reprises par les papes successifs jusqu'en 1983 avec le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI. Et là, il enchaîne en disant qu'est-ce qui pose problème à l'Église dans la franc-maçonnerie. Et ici, 3 éléments. D'abord, la notion de relativité. Le relativisme, toutes les vérités se valent. Deuxièmement, le fait que la franc-maçonnerie prendrait la place de Dieu en révélant au travers de la loge à quelqu'un qui s'initie plutôt qu'en en ayant la vérité révélée par le livre, et puis en mettant l'homme au centre et pas Dieu au final. D'accord, cette espèce de notion qu'on définit vaguement par l'humanisme et on met un petit peu tout et n'importe quoi derrière. Ok. Alors, condamnation de la franc-maçonnerie, très tôt comme il l'a dit, au début, décision politique, c'est-à-dire la franc-maçonnerie est arrivée d'Angleterre, avait une inspiration protestante, elle a été faite par des protestants et donc pour l'Église catholique, on parle bien du catholicisme en tant que tel. C'est une menace. C'était une menace politique. Tous les aristocrates, riches donateurs de l'Église à l'époque, fréquentaient les loges et donc l'Église voyait ça d'un très mauvais œil. Condamnation politique qui s'est ensuite perpétuée. Pour justifier la condamnation, eh bien, on a, donc comme tu dis, l'Église s'est penchée sur les arguments justement qui pouvaient amener à ça. Donc, pour répondre sur les arguments, relativisme, c'est-à-dire que pour l'Église catholique, ce qu'elle dénonce, c'est que la franc-maçonnerie semble mettre sur un pied d'égalité toutes les religions. Pour elle, toutes les religions se valent et finalement, elle n'affirme pas que, eh bien, le dogme catholique est celui qui est la vérité. Et donc, en ce sens, elle serait à proscrire, d'accord ? Alors, c'est pas vrai dans le sens où c'est mal comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle ne parle pas justement de religion. Et elle unifie tout simplement les hommes sur une croyance, on va dire globale, qui est une croyance très générique finalement, d'une entité, peu importe, spirituelle, qui provient de l'être ou qui provient du monde, peu importe, elle fait même pas de différence là-dessus, elle ne discute pas sur ces sujets-là. Et elle a utilisé le grand architecte de l'univers justement dans un souci de conciliation. Donc il n'y a pas de relativisme. Elle ne dit pas cette religion a raison, cette religion a tort, ou ces religions s'équivalent. Elle n'en parle pas tout simplement. Sur le deuxième point... Et c'est ce qui déplaît à quelqu'un qui aurait une foi, en l'occurrence, en disant bah, « moi, ma vérité révélée, c'est la vraie ». Et donc... Ouais. Et après, j'invite, tu sais, encore une fois, la franc-maçonnerie, on l'avait dit, elle est d'origine chrétienne. Et j'invite n'importe quel... alors moi, par exemple, je suis catholique, comme beaucoup de frères dans ma loge. Et à Lviv, il n'y a vraiment aucune incompatibilité. Et même au contraire, j'invite les personnes qui sont curieuses à lire, par exemple, des rituels, entre guillemets, peuvent rechercher, qui sont accessibles aujourd'hui. Prenez par exemple le rituel d'un 18e degré du rite écossais, ou un rituel de ce qu'on appelle le chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, du rite rectifié. Vous verrez des rituels qui ont une connotation très chrétienne, marquée. C'est marrant parce que vous devez à la fois vous défendre d'être une religion et à la fois vous défendre de ne pas être anti-religion. C'est une position ambivalente, mais je vais me te dire mieux. Pour rentrer par exemple dans ce rite rectifié, au sein de mon obédience, il faut être chrétien. Parce que la connotation chrétienne est si importante que, par souci de cohérence, l'accès dans ce rite-là est réservé pour des personnes chrétiennes. En France, évidemment, la chrétienté est souvent catholique. Donc oui, comme tu dis, c'est un peu les justifications, mais je pense que c'est méconnaître la chose. Et puis on avait dit l'autre argument, c'était sur parler de révélation. Ouais, la loge qui prend la place de Dieu. Ouais. Encore une fois, la franc-maçonnerie ne fait pas de révélation.
d'accord ? Tout simplement, elle travaille à un perfectionnement moral, d'accord ? Et elle n'oublie pas que eh bien, la vocation de ce perfectionnement moral eh bien, a aussi une dimension spirituelle qui le lie au divin. Et t'as quand même une notion de, d'abord, t'es un non-initié, donc t'es un moldu pour faire l'analogie avec Harry Potter. Ensuite, t'es apprenti, si je dis pas de bêtises, puis un grade compagnon et maître. Donc, il y a quand même cette notion de progression au travers d'une... et qui permet aussi d'accéder à davantage de compréhension, de connaissances, de rituels. Donc, c'est comme une forme de révélation progressive qui est pas juste t'as accès à la Bible par exemple et à la parole de Dieu. Tout à fait, ce sont des révélations comme tu dis, mais ça va être des révélations qui vont être morales, tu vois, qui vont être symboliques, qui vont toucher encore les 3 questions de la vie de l'homme dont on parlait tout à l'heure. Ça va pas être des révélations sur le divin. Il va pas y avoir une révélation qui va dire eh bien voilà, tu passes le grade de maître et on va te dire aujourd'hui que la personne qui a créé le monde, elle l'a fait comme ça. Et le Saint Graal, il est caché là. Et quand tu vas décéder, il va se passer ça. Et en fait, le Dieu que tu dois vénérer, parce que en franc-maçonnerie, ben voilà, il y a un Dieu, c'est celui-là. Non. Il n'y a pas de révélation du tout qui est faite sur une religion, tu vois. Il n'y a pas de dogme maçonnique qui est révélé. Et en ce sens, on ne peut pas parler de révélation comme on l'entend au sens d'une révélation divine. Et on avait parlé... Pour terminer sur l'homme au centre. Oui, l'homme au centre. Alors ça encore, c'est une notion qui... La franc-maçonnerie, et surtout en France, on parle beaucoup de valeurs humanistes, d'accord ? Je pense qu'il y a une grande confusion sur ce mot-là, d'ailleurs. Je pense que le mot humanisme a été utilisé à beaucoup de sauces. Et le problème, ce serait que, finalement, pour l'Église catholique, elle verrait la franc-maçonnerie comme quelque chose qui met au centre donc l'homme et son développement personnel à la place de Dieu. Là encore, c'est une erreur monumentale de compréhension de ce qu'est la maçonnerie. La maçonnerie, justement, elle permet à l'homme, enfin du moins elle l'invite à s'oublier soi-même pour faire don de ce qu'il a à offrir, son travail, sa vocation, son amour, ses valeurs, etc., au don des autres et de manière indirecte au don de Dieu. À la base, c'est ça. Il y a vraiment cette histoire de sacrifice et de don de soi qui est d'ailleurs repris par les grades d'inspiration chevaleresque, où le don de soi pour les autres était une valeur forte à l'époque chez les chevaliers. Il y a vraiment ces grades de commémoration qui vont essayer de commémorer ces valeurs chevaleresques des Templiers, etc. Donc il y a pas du tout cette idée de dire bah voilà, c'est le développement personnel, ça permet aux maçons de s'enorgueillir d'une avancée morale. Non, il y a cette idée de dire que finalement l'homme n'est qu'un homme et que le plus beau geste qu'il peut faire à l'humanité, c'est de faire don de lui-même de la manière qui lui semblera juste. Mais c'est en ce sens qu'il participera positivement à la société et qu'il permettra de glorifier initialement le divin. Je profite de toutes ces questions qui me passent par la tête pour vous dire que si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous plaît et on serait très heureux que vous nous le montriez en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. C'est une marque de soutien et de confiance qui nous permet de continuer notre travail. Merci pour ça. Revenons un peu en arrière et à quelque chose de très basique, mais au final, comment on entre dans la franc-maçonnerie ? Est-ce qu'on toque une porte ? Est-ce qu'on demande à un pote ? Est-ce qu'on remplit un formulaire ? Ça se passe comment ? Alors, généralement, tu es coopté. C'est-à-dire que on te propose de rentrer en franc-maçonnerie. On vient te chercher. Des personnes de ton entourage qui sont francs-maçons, ont décelé en toi, une curiosité, un questionnement, etc. Ils sentent peut-être que voilà, ça peut te correspondre, et donc ils t'en parlent, etc. Et donc là, tu peux être proposé à la loge. Généralement, ça se passe comme ça. Sauf que depuis maintenant plusieurs années, les institutions maçonniques, qu'on appelle donc des obédiences, qui sont un peu des fédérations maçonniques, elles ont mis à disposition de leur site internet un formulaire où les gens peuvent le remplir. Ça va pas permettre d'être coopté, parce que pour être coopté, on va dire, il y a une relation humaine qui doit se créer, mais ils pourront être mis en relation avec des francs-maçons à proximité de leur domicile. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En quoi consiste l'initiation ? Ce qui se passe en interne, ça marche comment ? Ouais, pour rentrer, tu veux dire ? Donc, pour rentrer, il y a plusieurs étapes qui sont longues, qui peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut arriver. Ah, quand même.
Ouais, tout à fait. Comme une conversion à la religion, par exemple. Je sais qu'on aime beaucoup à chaque fois faire ce parallèle entre la religion, etc. Mais encore une fois, les choses sont bien différentes. Non, le processus est long, parfois volontairement long, pour s'assurer du bien fondé de la démarche de la personne. On veut pas d'espions. Pas forcément pas d'espions, on veut pas forcément de personnes qui veulent rentrer juste par curiosité et voilà, qui au final Oui, ne pourraient pas être investis dans leur démarche. Parce que ça peut arriver, voilà. Et puis, donc il y a tout un processus, si tu veux, non pas de sélection, mais de s'assurer que la personne, voilà, adhère et veut véritablement entrer en franc-maçonnerie. Il y a des rencontres qui se font avec d'autres frères de la loge. Donc les personnes rencontrent donc le candidat parfois chez lui, parfois dans un café, dans un endroit discret, lui posent des questions. En franc-maçonnerie traditionnelle, lui pose des questions sur sa religion, par exemple, parce qu'il faut croire en Dieu, etc. En franc-maçonnerie libérale, elle peut par exemple lui poser des questions sur ses idées politiques. Ça peut arriver aussi. Elle peut et surtout poser des questions sur ce qui motive la personne dans sa démarche. Pourquoi elle veut rentrer en franc-maçonnerie? Est-ce que elle est sous pression de le faire? On veut s'assurer pour entrer en franc-maçonnerie, tu sais, on dit que faut que la personne elle soit libre et de bonne mœurs. Libre dans le sens où il faut vraiment qu'elle le fasse de son plein gré. On veut vraiment qu'il n'y ait aucune pression extérieure qui pousse la personne à rejoindre une loge maçonnique. Et de bonne mœurs, ça se traduit comment? Ça se traduit par s'assurer qu'elle est pas en train de faire un coup d'État et s'assurer aussi que, par exemple, son casier judiciaire est vierge et que... J'allais voir. Donc, est-ce que tu peux avoir été en prison et être franc-maçon et devenir franc-maçon? Alors, si tu as un casier judiciaire, je te dirais que, je vais vraiment caricaturer, mais en franc-maçonnerie traditionnelle, ça passera pas trop. Encore une fois, il peut y avoir du cas par cas et on peut expliquer la chose, d'accord, et voir où en est la personne, etc. Et en franc-maçonnerie libérale, encore une fois, c'est du cas par cas, il faut voir. Mais généralement, on demande un casier judiciaire vierge. Ça veut pas dire qu'une personne qui a un casier, mais qui aujourd'hui, c'est, on va dire, remis sur le bon chemin, ne peut pas rentrer absolument en franc-maçonnerie. Mais c'est juste un prérequis. C'est la question de la morale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc libre de son plein gré et de bonne mœurs. Et qui le sait autour de toi? Tu vois, quand t'es agent secret, par exemple, très concrètement, type DGSE, DGSI en France, les gens autour de toi l'ignorent pour la plupart. Tu dis que tu bosses au ministère des Armées, tu bosses éventuellement, t'es un peu vague là-dessus. Quand t'es franc-maçon, qui est-ce qu'on informe? Est-ce que c'est toi qui décides ou est-ce qu'il y a une règle un peu générale? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est les enfants? Et quel degré de proximité tu dois avoir avec la personne pour un moment dire ok, moi je te le dévoile, justement, je me dévoile à toi. En gros, mettons que ta femme le sache, ton épouse, mais tu divorces, tu te remets avec quelqu'un, au bout de combien de temps est-ce que c'est possible de le lui dire? Ok, d'accord. Non, mais je pose des questions très concrètes, tu vois. Très très bonne question. Non, mais tu as raison, c'est une très très bonne question. Ça va être vraiment laissé à la discrétion de la personne. Et je vais te dire, de manière générale, je te donne les règles générales. Généralement, tu le dis au moins à ta conjointe ou ton conjoint. Généralement, les enfants, donc tout l'environnement proche le savent. Ça, je te dis de manière générale. Et encore une fois, et après, tu peux le dire à des amis, etc., si tu as envie. Tu peux le dire au monde entier si tu veux. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. C'est ce que tu fais. Alors oui, je le fais pas sous mon identité personnelle, tu vois, mais en tout cas, bon, les gens de mon entourage savent évidemment que je suis franc-maçon. Mais tu peux tout à fait le cacher à tout le monde. C'est juste que, comme tu as des réunions par mois, il va falloir à chaque fois que tu te justifies sur la raison du pourquoi. Mais par contre, cette règle-là, générale, tu vois, qui est encore laissée à la discrétion de chacun, elle a changé parce que je me rappelle que c'est qu'on on sait que dans les années 80, il était conseillé aux francs-maçons de ne pas le dire à leurs femmes, à leur épouse, à leurs enfants. C'était beaucoup plus secret. Par peur de quoi? Tu sais, il y a eu un traumatisme en France sur la franc-maçonnerie. Des francs-maçons ont été persécutés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans des conditions atroces. Et il y a vraiment ça a vraiment marqué la mentalité des frères, des sœurs.
Et il y a vraiment eu un espèce de renfermement sur soi, de peur finalement, qu'un régime répressif vienne ensuite refaire un petit peu ce qui s'est passé pendant la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, donc les francs-maçons, si tu veux, ont été persécutés, ont été emmenés en camp pour une certaine partie d'entre eux. Par le régime de Vichy. Par le régime de Vichy. Le régime de Vichy, Pétain, était très anti-maçonnique. On parle d'un anti-maçonnisme qui datait bien avant le régime de Vichy. Pétain en voulait énormément aux francs-maçons parce qu'il considérait qu'ils avaient ralenti sa carrière militaire. Ah ouais, carrément. Ouais, il en voulait terriblement, ce qui est absolument faux et qui a été prouvé qui est absolument faux. Il a été nommé général pendant la première, donc hein. Mais il en voulait terriblement. On était dans une France où il y avait cet anti-maçonnisme qui s'est créé en parallèle avec un petit peu l'antisémitisme. Il y a eu des scandales qui ont un petit peu éclaté. Il y a eu des scandales comme l'affaire des fiches, qui est un scandale maçonnique. Il y a eu l'affaire Stravinsky. Il y a eu quelques affaires qui ont impliqué parfois de près ou de loin certains francs-maçons. Et du coup, il y a eu un anti-maçonnisme qui s'est développé, surtout de la part de l'extrême droite catholique de l'époque, dont Pétain en faisait partie. Et quand le régime de Vichy a pris le régime, il a eu des instructions des Allemands d'incarcérer les francs-maçons pour d'autres raisons. Mais en tout cas, Pétain, il a, dès le début, quand la France a été occupée, la première instruction qu'il a donnée avant l'incarcération des Juifs, c'est l'incarcération des francs-maçons. Comme si c'était la priorité pour le pays qui venait d'être occupé et qui était en lambeaux. Donc, il y a eu des noms qui ont été dévoilés. À l'époque, il y avait 40 000 francs-maçons. Bizarrement, il y a 70 000 noms qui ont apparu. Donc, je pense que la case franc-maçon, c'était aussi une case par défaut pour dénoncer des gens. Tu dis 40 000 à l'époque ? Il y avait 40 000 francs-maçons. Ouais. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 180. En France, on est 180, 190 000. Alors pourquoi est-ce que ça a moins d'influence et on a l'impression que la franc-maçonnerie est moins présente alors que ça a plus que quadruplé ? Tout à fait, c'est une super question. À l'époque, et même, je te dirais même avant, ils étaient encore moins et ils avaient encore plus de pouvoir. Comment c'est possible ? Tout simplement parce que la franc-maçonnerie s'est largement démocratisée dans la population des gens du quotidien, on va dire. Hein. Et puis, par contre, au niveau des politiciens et des hommes de pouvoir, elle a chuté en popularité. Ok. Est-ce que l'Église a participé à la répression ou la persécution plutôt des francs-maçons pour se venger de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est en partie, si je dis pas de bêtises, l'œuvre des francs-maçons ? Alors, déjà, cette loi, elle n'est pas l'œuvre des francs-maçons. Elle a été, les idées de cette loi-là ont été à l'époque, on va dire, promues en loge, etc. Mais les personnes qui ont passé cette loi en 1905, par exemple, comment il s'appelle ? Aristide, il n'y a pas un Aristide ? Aristide Briand, Aristide, etc. ouais. Aristide Briand et les 5 autres, il n'y en avait aucun qui était franc-maçon. Et au contraire, ils étaient plutôt dans une loi essayant de concilier, parce qu'il y avait une république qui était laïque, c'était les mœurs de l'époque, donc il fallait faire quelque chose, mais elle n'est pas maçonnique à la base. Après, oui, l'Église a considéré que les francs-maçons l'avaient faite. La franc-maçonnerie aussi, après coup, s'est un peu enorgueillie de l'avoir faite. Donc il y a aussi ça, hein, les francs-maçons ça aussi. dessus, quoi. Ouais, la franc-maçonnerie a aussi sa part de responsabilité. Mais pareil pour la Révolution. La franc-maçonnerie n'a pas du tout été mise en cause dans la Révolution française. Par contre, après coup, lorsque la franc-maçonnerie en France est devenue plus libérale et républicaine, elle s'est enorgueillie de l'avoir faite. Et donc, elle a laissé planer le mythe. Et pourquoi est-ce que le régime allemand s'en est pris ? Est-ce que c'est Himmler qui croyait qu'il y avait le secret du Saint Graal et que détenaient les francs-maçons, c'est ça ? Ouais. Himmler, c'était un ésotériste un peu fou. C'était un mec qui adorait les cultes ésotériques du passé, etc., qui avait même fondé au sein des SS un espèce de culte ésotérique. C'était une lubie d'Himmler. Hitler appelait ça comme ça. Et donc, il pensait que les francs-maçons détenaient le secret du Saint Graal. Pourquoi ? C'est parce que les francs-maçons, pendant longtemps, s'étaient revendiqués des Templiers. Il y avait tout un mythe sur les Templiers qui détenaient un secret ésotérique et ils pensaient que les francs-maçons le possédaient. Et donc, ils voulaient absolument incarcérer les francs-maçons pour s'approprier ces secrets magiques et ésotériques et faire en sorte que le Troisième Reich soit une puissance indétrônable. Ça, c'était Himmler. Hitler, lui, il y croyait pas beaucoup.
il voyait plus une menace d'un réseau qui se manifeste contre lui. Il s'est pas trompé parce que la franc-maçonnerie a créé un réseau de résistance. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle les nazis ont pourchassé les francs-maçons. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme implication dans ton quotidien? Est-ce que tu dois forcément venir à des réunions? Il y a des obligations quand tu adhères. Et qu'est-ce que ça a comme avantage et comme risque? Ok. Alors oui, tu as des obligations. Après, il y a rien qui est obligé dans le sens où il y a pas de bâton qui est donné, de coup de bâton qui est donné quand tu satisfais pas les obligations. Mais tu as 1 à 2 tenues, donc 1 à 2 réunions qui se font le soir par mois. Si tu peux pas te libérer, ça arrive. La vie personnelle et professionnelle passe avant la franc-maçonnerie. Mais voilà, généralement, on demande une assiduité. Et puis, donc voilà, non, les seuls... Et les risques, alors aujourd'hui, s'il y en a encore? Des risques, mais y en a-t-il jamais eu, à part sous la Seconde Guerre mondiale? Oui, tout à fait. Bah, après, tu sais, les risques sont relativement minimes. Oui, il y a eu quelques incidents où des temples maçonniques ont été saccagés, ou des personnes ont été agressées à la sortie des temples. C'est arrivé, c'est très dérisoire. Il y a 2 grandes tenues, je crois, par an autour de la Saint-Jean. Est-ce que la police protège ces rassemblements comme elle protège un lieu de culte? Ouais, non, elle le fait pas. Mais par contre, il y a eu des moments où c'était un peu plus houleux, où par exemple, il y avait des fichiers numériques de la franc-maçonnerie, des francs-maçons qui ont été leakés, si je puis dire. Et donc là, il y a eu une surveillance rapprochée qui a été faite, non pas de la police nationale directement, mais voilà, de forces privées. Voilà, mais après, généralement, oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les francs-maçons, parce qu'il y en a qui en veulent aux francs-maçons, pour des raisons, ma foi, qui sont souvent une méconnaissance historique, mais ça arrive. Et donc, voilà, généralement, c'est pour ça que les francs-maçons le crient pas sur les toits, chose qui diffère des États-Unis, de l'Angleterre, où là, les choses sont beaucoup plus libérées et les choses sont plus visibles. Est-ce qu'il y a une forme de risque à affirmer des convictions politiques? Tu disais qu'il y a la loge plus libérale, l'obédience plus libérale, qui, elle, permet davantage peut-être l'expression de politique et qui est peut-être plus investie aussi dans des questions politiques que l'autre. Oui. Est-ce qu'on peut être franc-maçon et d'extrême droite ou anticapitaliste de manière revendiquée très, très forte? Tu vois, est-ce que ça peut comporter des risques aussi? C'est une bonne question. Je te dirais que dans ce courant libéral de la franc-maçonnerie, être d'extrême droite ou supporter, on va dire, un parti classé à l'extrême droite, ça passera moins. Il y a eu des francs-maçons de la franc-maçonnerie libérale qui ont été congédiés de par leur appartenance à ces courants jugés extrémistes pour le coup. Donc on trie pas selon les religions, mais on trie selon l'opinion politique. Dans ce courant-là libéral, encore une fois, qui est... et encore une fois, tu vois, là, je te parle de manière, on va dire, vulgarisée et schématique. Mais bien entendu, il doit y avoir des loges de courant libéral qui ont peut-être plus de latitude sur cette question-là. Tu vois, c'est vraiment laissé à la libre discrétion de chacune des loges. On est 190 000. Donc, évidemment, les critères changent. Une loge, c'est 30 personnes. Donc, il doit y avoir au total peut-être 6 000 loges en France. Bon, les critères sont vraiment à la discrétion des loges et varient en plus en fonction de qui tient les rênes des loges, etc. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle écrite, si ce n'est que dans la Constitution, le franc-maçon doit être un sujet paisible de l'État. Ça, c'est inscrit. Mais bon, c'est libre d'interprétation, si je puis dire. La Constitution des francs-maçons. Ouais. Au moins, c'est un terme qui, lui, est laïque. Pour le coup, la Constitution, c'est pas une Bible. Non, tout à fait. Ah bah voilà, tu vois. Ok. Est-ce que tu as une forme de lutte intestine aussi, ou parfois, on sait pas non plus des clubs de foot, Arsenal-Chelsea ou Barça-Madrid, mais enfin, est-ce qu'il y a une forme de derby entre des loges qui ont des obédiences, des versions de leur pratique qui est différente?
Oui, tu peux avoir même certaines tensions qui peuvent parfois arriver entre les institutions maçonniques. Ça varie dépendamment du temps, dépendamment de qui est à la tête de ces institutions. Donc ça peut arriver. Généralement, on essaie d'œuvrer à une conciliation parce que voilà, on est tous issus du même courant, donc il y a cette idée-là. Mais oui, tu sais, on parlait un petit peu des deux grandes familles de franc-maçonnerie, les traditionnels et les libéraux. Donc oui, il y a des différences, on va dire, de pratiques de la maçonnerie au sein de ces deux grandes familles-là. Et il n'y a pas des guerres de chapelle, mais voilà, il peut y avoir Parce parfois que c'est à l'église, les guerres de chapelle, du coup. Et je vois que tu essaies de... Eh oui, tout à fait, ouais. Mais et en plus, si tu parles, on va dire, de religion et d'église, ne serait-ce, on va dire, qu'à un courant qui va être très libéral dans la franc-maçonnerie, il va tout de suite, on va dire, être en désaccord absolu parce que ce courant-là a plutôt l'idée de la sacro-sainte laïcité. Est-ce qu'il y a une notion un peu plus élitiste aussi, tu vois, comment ça coûte en fait, par exemple, de faire partie de la franc-maçonnerie, parce que t'es habillé avec un magnifique smoking, comme on le voit, il y a aussi tout un attirail, une épée, tu vois, comment est-ce qu'on investit ça? Et d'ailleurs, où est-ce qu'on le met à la maison si on n'a pas dit ça, c'est proche qu'on était. Ouais, donc ça a un coût associatif. On parle de 300 à 500 euros par an. Plus après, comme tu dis, évidemment, il faut acheter. Donc une épée, tu l'as pas dans tous les rites, dans toutes les versions de la franc-maçonnerie. Donc ça, généralement, c'est un coût qui n'est pas à ta charge dans la majorité des cas. Mais tu as quand même un tablier à avoir, une écharpe. C'est des trucs qui coûtent, si tu veux, dans les premiers prix, entre 20 et 40 euros, tu vois. Donc bon. C'est après tout à la fin de chacune des réunions, généralement on mange ensemble et donc là tu as un coût peut-être associé du coup au dîner, d'accord, qui varie entre 15 et 20 euros. Voilà, c'est ce que coûte à peu près la franc-maçonnerie. Pour répondre à ta question sur l'élitisme, alors oui, la franc-maçonnerie dans le passé a été très élitiste, on l'a vu historiquement. Mais elle s'est encore une fois largement démocratisée. Et aujourd'hui, elle traverse tous les milieux sociaux. Il y a toutes les professions qui sont représentées. Il y a aussi bien des chefs d'entreprise, des avocats, etc. Mais aussi, des ouvriers, des gens du quotidien, etc. C'est tout le monde. La franc-maçonnerie est ouverte à toutes les personnes. Encore une fois, le critère majeur, c'est non pas une appartenance à quelque élite que ce soit, mais c'est vraiment la sincérité de la démarche, de s'investir là-dedans. Est-ce que la place des femmes est jugée insincère? Ou leur démarche? Les femmes ont, depuis que la franc-maçonnerie est arrivée en France, les femmes ont eu leur place en franc-maçonnerie. Et au contraire, la France a vraiment été pionnière, non pas dans l'acceptation des femmes en loge, mais bien dans le combat féministe, si je puis dire, à l'époque. T'as un exemple? Ouais. La première obédience mixte a été créée par Maria Derem et Georges Martin. Maria Derem, qui était une des premières initiées en France, franc-maçonne, elle a créé du coup une obédience qui va être mixte et qui va initier les femmes. À l'époque, c'était du jamais vu parce que elle défendait le combat féministe en mettant dans la devise du droit humain les hommes et les femmes ont les mêmes devoirs dans la société et dans la République. Je me souviens pas exactement de la même phrase, ils doivent aussi avoir les mêmes droits. 1894 à peu près. À l'époque, dans les mœurs françaises de l'époque, on n'était pas du tout sur ces registres-là. Pas du tout. Donc, la franc-maçonnerie, elle a été pionnière, finalement, non pas dans une franc-maçonnerie féminine, mais vraiment même dans le combat de valeurs féministes. Donc, ce serait faux de dire que la franc-maçonnerie, on va dire, serait... aurait des valeurs très machistes, etc. La franc-maçonnerie, initialement, la raison pour laquelle elle a été masculine, parce qu'il y en a une de raisons, elle est arrivée d'Angleterre. La raison pour laquelle elle était masculine, c'est que, rappelle-toi, on voulait que pour une personne devienne franc-maçonne, on voulait qu'elle soit libre. Le statut, à l'époque, de la femme, en 1717, avait régressé par rapport au Moyen-Âge. C'est pour dire. En Angleterre, dans cette Angleterre du début du XVIIIe siècle. Et donc, les constitutions disent très clairement, un franc-maçon doit être un homme libre
Et il ne doit être donc pas une femme parce qu'elle était sous tutelle soit du père, soit du mari. Et il ne doit pas être non plus un esclave ou un homme immoral, etc. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles n'avaient pas la liberté de pouvoir acter un serment maçonnique. Et aujourd'hui, on est en 2025. Ouais. Il y a pour autant, malgré cette action féministe, en tout cas ce que tu sembles indiquer, il y a quand même que 10 à 20% de femmes en franc-maçonnerie en France. Est-ce que c'est parce que c'est encore un peu arriéré ou est-ce que c'est une forme d'homoérotisme où on est content d'être entre mecs Écoute, alors oui, tu as raison, il y a environ 15% de femmes aujourd'hui en France dans la franc-maçonnerie. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'obédiences qui vont être masculines et qui sont les obédiences les plus importantes. Les obédiences mixtes vont être un peu moindres de manière globale dans leur effectif. Et le truc, c'est que pour l'obédience mixte qui s'est ouverte aux femmes, elle ne l'a fait que très récemment. Non pas, et là encore, on revient dans l'histoire, c'est pour te dire que il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte et chaque chose a, on va dire, un principe historique. Pourquoi dans cette obédience-là, qui est très libérale et qui était très anticléricale avant, les femmes ont mis du temps à être acceptées en loge? C'est parce qu'on pensait que, de manière générale, les femmes étaient plus supportrices de ce qu'on appelle le parti prêtre. Donc, plus sensibles à la cause catholique, si je puis dire. Et pour ce courant, du coup, libéral, ça passait pas. Et voilà, donc il y a eu ce truc-là. Au niveau aujourd'hui des obédiences masculines, le truc, c'est qu'en France, ce qui est bien, c'est que tu as le choix. Si tu veux être dans une obédience masculine, tu peux. Il y a des obédiences féminines également. Il n'y a que des femmes. Elles n'initient pas les hommes. Et il y a des obédiences mixtes, donc tu as le choix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans chacun des trois courants, ce sont les gens qui souhaitent rester ainsi. Et est-ce que dans les obédiences mixtes, la séduction est tolérée? Les hommes sont des hommes, et puis ensuite, il peut y avoir, oui, je sais pas, il peut y avoir des jeux de séduction. Et des femmes. Il peut y avoir des jeux de séduction, possiblement. Après, généralement, on vient pas là pour ça. Hein, mais on n'est pas banni pour autant pour ça. Ah non, je pense pas. Enfin, après, chaque loge gère ses histoires, on va dire, et ses querelles sociales comme elle le souhaite. Mais non, il n'y a pas de règles établies là-dessus. Ouais. Est-ce que tu sais reconnaître un frère? Tu veux dire, alors s'il me l'a pas dit, c'est un peu compliqué. Il y a des choses, il y a des éléments qui pourraient m'indiquer qu'il l'est. Mais s'il me le dit pas. Quoi? Il y a des tournures de phrases. En fait, quand tu rentres en franc-maçonnerie, il y a un rituel, tu sais, qui est dit, qui est répété à chaque fois, et parfois dans certains rites, tu l'apprends par cœur. Et donc, parfois, ça se transpose un peu dans ta manière de parler. Parce qu'il y a des tournures de phrases qui sont prises un petit peu du rituel, etc. Donc dans certains discours, par exemple, j'entends des tournures qui sont purement maçonniques, et là, du coup, j'arrive à reconnaître. Donc ça peut arriver. C'est comme les éléments de langage en politique. Tu les entends, les vœux de nouvelle année de Jacques Chirac, c'est les mêmes que ceux de Sarkozy, que ceux de Hollande, que ceux de Macron. Et puis, il y a un peu ça. Tu dis, je reconnais, c'est un président de la République qui parle un vœu de fin d'année. Ouais, alors c'est vraiment des tournures particulières, ou des mots que tu n'utiliserais pas comme ça dans la vie et que là, qui sont dans le discours. Et une sœur, c'est différent ou c'est pareil? C'est pareil. Tu sais, les sœurs pratiquent exactement le même rite que les hommes et dans les loges mixtes encore plus. Donc, Pour terminer, moi j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que moi je pourrais devenir franc-maçon? Qu'est-ce que si je passais un entretien, tu vois, c'est quoi comment ça se passerait, tu vois? Eh ben, alors si tu connais un franc-maçon, il t'introduirait à sa loge. Tu rencontrerais quelques francs-maçons, du coup. Il te poserait des questions. T'es un peu du comme on a dit. Bah voilà, c'est quoi tes aspirations? Pourquoi tu veux rentrer, etc. Et ensuite, tu passes un moment devant les frères de la loge qui te posent aussi des questions pour s'assurer, que ta démarche est sincère. Et après, si la loge valide ton initiation et que toi aussi tu valides la chose, eh bien tu es ce qu'on appelle donc initié et tu rentres en franc-maçonnerie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, tu penses que je pourrais le devenir? Pourquoi pas si tu as envie de le devenir? Donc ça procède de mon envie. Oui, tout à fait, bien sûr. Encore une fois. Alors je suis libre, mais suis-je de bonne mœurs?
Ça, après, j'ai pas vu ton casier judiciaire, donc je sais pas. Il est vierge, je tiens à le dire. Je ne suis pas encore, peut-être, en tout cas, franc-maçon. Écoute, merci pour tout ça. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. Faites-le nous savoir en commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est une marque de confiance qui nous soutient et qui nous permet de continuer notre travail. On vous retrouve dès jeudi prochain avec une nouvelle émission longue sur YouTube et en podcast. Et bien sûr, tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn. Et oui, on est partout. À bientôt.